Bonjour à tous. On va parler d'Omar Sy. Omar Sy était il y a quelques jours interrogé par une radio française sur la guerre en Ukraine. Et Omar Sy a fait savoir qu'il ne découvre pas la guerre avec le conflit en Ukraine. Il est habitué à ces rixes mondiales depuis sa plus tendre enfance et d'autant plus qu'il est un fils d'immigrés africains. Ses ancêtres ont combattu pour justement la libération de la France face à l'occupant nazi. C'est d'ailleurs la toile de fond de son film Tirailleurs. Et on constate que ces affirmations en France ont amené une grosse polémique. Parce qu'Omar Sy a posé la question tout à fait innocemment, doit-on se sentir plus concerné par la guerre en Ukraine que par les guerres qui se passent ailleurs dans le monde? Sous-entendu, les vies humaines se valent, qu'on soit irakien, éthiopien, soudanais ou ukrainien, évidemment, c'est le même sang qui coule dans nos veines, c'est la même valeur que nous déposons devant l'histoire. Nous avons le même droit à la vie et nous devons être choqués en principe lorsqu'un humain perd de la vie, qu'il soit proche, loin, blanc, bleu, vert, rouge, chrétien, musulman et tout. Voilà ce qu'il sous-entend. Et quand on est un pays comme la France et qu'on a signé des conventions internationales avec les Nations Unies et qu'on fait d'ailleurs membre, qu'on fait partie du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, évidemment, ce sont des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. C'est une responsabilité en tant qu'humain, et maintenant, dans le cas des grandes nations, en tant que grande puissance, évidemment, de faire prévaloir la vie humaine et de donner à chaque vie la même valeur. Mais qu'est-ce qu'on constate en France, pays de polémique, où on devrait plutôt s'occuper de la situation économique et de l'énorme déficit public, 2900 milliards d'euros, presque 99% du produit intérieur brut, on devrait se préoccuper voilà, de redonner de la vitalité à l'économie, du pouvoir d'achat aux Français, aux concitoyens et tout, et de créer vraiment une société viable. Voilà, on fait de la polémique pour tout et rien, et on arrive même en plein 21e siècle à trouver le moyen de faire des débats totalement absurdes sur quelqu'un qui a simplement dit que le conflit en Ukraine, en fait, n'est qu'un conflit au milieu d'autres conflits qu'il y avait précédemment. Et que le conflit en Ukraine, si ça peut servir à quelque chose, ça devrait servir à nous ouvrir les yeux pour non seulement protéger les vies des populations ukrainiennes qui croulent sous les bombes russes, des populations du Donbass qui croulaient sous les bombes ukrainiennes depuis 2014, parce que de toute façon, ces dirigeants-là, c'est du pareil au même. Zelensky n'est pas un ange face aux démons poutiniens, bien au contraire. On a en face deux suzerains qui essayent de, voilà, de dicter la loi à leur peuple selon leurs propres intérêts et leurs propres affinités, parce que Zelensky n'est rien d'autre qu'une émanation américaine qui va justement matérialiser l'extension de l'OTAN pour le bien-être des États-Unis, tandis que Poutine est le nouveau, en tout cas, le successeur par grand atavisme de Vladimir Ier, l'un des fondateurs de l'Empire. Mais sinon, voilà, ce sont des populations qui perdent la vie des mains des dirigeants de part et d'autre, et c'est comme ça qu'il faut considérer la chose, c'est tout à fait normal, ce qu'Omar Sy dit. Mais une France, une partie de la France totalement raciste, et oui, totalement raciste, c'est assumer ce que je prétends, utilise une sorte de miroir et au lieu de se voir, de voir son reflet dans ce miroir, transpose justement cet art à autrui et veut attribuer une sorte de racisme qui n'a aucune logique à Omar Sy. Pourtant, ce qu'Omar Sy est totalement défendable. Ce sont les mêmes gens qui disent qu'Omar Sy est raciste, qu'Omar Sy, voilà, il ne reconnaît pas la France, qu'il lui a tout donné et tout. Ce sont les mêmes gens qui vous expliquent que oui, en fin de compte, nous aidons les Ukrainiens parce que ils sont plus proches de nous, ils nous ressemblent plus culturellement, etc. Donc, en gros, ils sont en train de dire qu'Omar Sy a raison de constater ce qu'il constate. C'est eux-mêmes qui disent que oui, nous aidons plus les Ukrainiens vu qu'on se sent plus proche d'eux. Et lorsqu'Omar Sy dit qu'on a l'impression en observant le monde que les Ukrainiens sont plus aidés que les autres, les mêmes sont furieux, pourtant c'est exactement ce qu'ils reconnaissent faire. Et non seulement ils reconnaissent qu'ils le font, mais si on se penche sur les arguments qui les font faire un accueil bien meilleur pour les Ukrainiens que les autres, on se rend compte que ces arguments sont d'une absurdité terrible et que le véritable motif du fait que les Ukrainiens soient plus soutenus que les autres, c'est un motif racial, c'est du racisme. Les Ukrainiens sont blancs, ils sont blonds au long nez, ils ressemblent aux Européens, ils ressemblent aux Français, ils ressemblent aux Espagnols, ils ressemblent aux Italiens, voilà, ils ressemblent aux Européens, enfin aux autres Européens, beaucoup moins que les Africains ne ressemblent aux Européens, parce qu'on ne va pas me dire que le français qui est parlé au Sénégal, qui est la langue officielle du Cameroun, du Gabon, du Togo, du Bénin, on ne va pas me dire que l'ukrainien est plus proche du français, les Français qui ont déjà du mal
à bien s'exprimer dans une langue très connue comme l'anglais ne vont pas nous expliquer aujourd'hui qu'ils vont s'en sortir s'il fallait maintenant apprendre l'ukrainien, pas du tout. Mais il paraît qu'un Sénégalais, un Togolais qui parle parfaitement français, qui a écrit beaucoup de livres en français, Léopold Sédar Senghor, Felwine Sarr, Mbougar Sarr, auteur de La plus secrète mémoire des hommes, et tous ces gens-là qui sont sénégalais d'origine, on ne va pas nous expliquer que maintenant il y a des Ukrainiens qui sont capables de mieux s'exprimer en français que ces gens-là. Mais voilà, les racistes qui se cachent derrière des absurdités pour masquer leur racisme nous disent que non, c'est parce que les Ukrainiens sont culturellement plus proches des Occidentaux. Et donc voilà, on nous explique que voilà, c'est parce qu'il y a une proximité géographique. Je ne sais pas si Tunis, Tripoli, Casablanca, Marrakech, voilà, sont plus loin de Madrid, de Lisbonne, de Rome, de Paris, de Genève que ne l'est Kiev ou Zaporizhzhia. Non, ce sont des absurdités. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait une supériorité intrinsèque entre un Sénégalais, un Togolais, un Camerounais et un Ukrainien. Vous leur donnez la même formation, vous avez le même résultat. Les humains ne sont pas plus intelligents les uns que les autres. Mais on voit que voilà, vous êtes payé ici, vous pouvez être rémunéré sur les 90 premiers jours à 450 € lorsque vous accueillez un réfugié ukrainien. Les familles avec un enfant à charge reçoivent près de 1000 € et plus vous avez d'enfants à charge, plus vous recevez de l'argent et immédiatement. Et non seulement ça, vous avez immédiatement le droit de séjour lorsque vous êtes ukrainien parce qu'on dit c'est une immigration de qualité. Donc l'Afrique en fait c'est la piètre qualité, la Syrie, le Liban, l'Éthiopie, le Soudan, la Libye, c'est de la piètre qualité, c'est le tiers-monde. Donc vous voyez des racistes qui n'ont même plus peur de cacher leur racisme et qui vous disent que oui, c'est en fait de ça qu'il s'agit. L'immigration ukrainienne est une immigration de qualité, c'est des gens intelligents, c'est des gens beaux, ils sont propres, aux yeux bleus, ils s'expriment très bien. Et les Africains, c'est des gens qui ne parlent ni notre langue, qui ne sont pas blancs comme nous, qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas intelligents. Et voilà, on nous explique que voilà, la civilisation judéo-chrétienne ne doit pas se mélanger avec des civilisations étrangères. Pourtant, ayant été colonisés justement par les puissances occidentales, les pays d'Afrique noire dont sont issus une grande partie de ces migrants, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays d'Afrique subsaharienne qui demandent le visa vers la France, ce sont évidemment des chrétiens. Une bonne partie, enfin une certaine partie est constituée de musulmans, une bonne partie est constituée de chrétiens. Voilà, on peut donc se dire qu'il n'y a pas une si grande distance que cela, ni géographiquement, ni culturellement. On a la même histoire, on a partagé justement la même histoire quand il fallait aller chercher les Africains, les fameux tirailleurs qu'on a pris partout des quatre coins de l'Afrique quand M. Philippe Leclerc de Haute-Cloque est arrivé au Cameroun, et d'ailleurs il y a des lycées aujourd'hui qui portent son nom, lorsque De Gaulle a fait l'appel du 18 juin 1940 pour tous les citoyens de la France libre, lorsque les Africains se sont battus pour sauver la France, notamment lors de la bataille de Bir Hakeim. Il y a d'ailleurs un pont à Paris qui porte le nom, qui commémore justement la bataille de Bir Hakeim du 26 mai au 11 juin 1942. Évidemment, là, on ne parlait pas de la distance. Lorsque, après les attentats du 7 janvier 2015, les Africains sont venus à Paris, 1,5 million de personnes étaient rassemblées à Paris, venaient du monde entier, et beaucoup de dirigeants africains étaient là. Personne n'a dit que bon, c'est parce que on est trop loin de la France et c'est pour ça qu'on ne se sent pas concerné. Pourtant, c'était il y a à peine 15 personnes, 17 personnes qui avaient perdu la vie. S'il faut parler de nombre, toutes les vies se valent. Mais si les Africains arrivent à se déplacer pour 17 personnes qui sont mortes en France, on peut aussi se dire que pour les migrants qui meurent en mer, pour des gens qui fuient la guerre, qui a été créée par des armes fabriquées par des Occidentaux, parce qu'aucun pays africain au sud du Sahara ne fabrique les armes, donc les grenades, les bombes et tout l'arsenal militaire qui tue des Africains pour les matières premières et les ressources minières qui font d'ailleurs après le bien des Occidentaux, on ne va pas nous dire que les Africains, voilà, qui subissent justement toutes ces catastrophes, eux, ils ne peuvent pas être considérés comme des êtres humains parce que ce qui arrive dans leur pays est très loin. Nous étions à Paris en 2015 pour Charlie Hebdo, donc on peut considérer que la France aussi, en tant que pays des droits de l'homme, en tant que, voilà, porte-étendard des valeurs de la Déclaration universelle, c'est la France qui se présente comme un pays démocratique, comme un pays humaniste et tout, mais on constate qu'en France, il est possible d'expliquer que c'est normal que des gens qui sont physiquement plus proches de nous et prétendument culturellement, voilà, ces gens-là, on les considère mieux. C'est du racisme, ce n'est rien d'autre que du racisme. Ce n'est pas Omar Sy le raciste ici, les racistes sont ceux qui le traitent de racisme. Et comme justement ils sont hantés par leurs propres démons, pour s'en protéger, ils les transposent à autrui. Il n'y a aucune affinité culturelle ukrainienne supérieure
à ce qu'on pourrait y avoir avec les pays africains. Alors oui, les dirigeants africains enfin, ne protègent pas non plus leur population, c'est une évidence, mais le fait est que les Africains, les populations africaines veulent s'en débarrasser. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils veulent s'en débarrasser? C'est encore les Occidentaux qui viennent justement renforcer ces dirigeants-là et pour empêcher les peuples de les renverser. Vous avez Paul Biya au Cameroun qui se prétend le meilleur élève de la France. Vous avez Mahamat Idriss Déby en 2021 qui a été installé par Emmanuel Macron, le seul dirigeant européen d'ailleurs qui est venu sur le terrain et qui vous dit que non, c'est normal que la constitution tchadienne ne soit pas respectée, qui prévoit que c'est le président de la Chambre du Parlement qui va assurer l'intérim et organiser les élections. Mais Macron arrive et dit que non, c'est normal que la succession se passe de père à fils parce que ça va garantir la stabilité. Et on a vu la boucherie que Mahamat Idriss Déby a organisée au terme de la prétendue transition de 18 mois au Tchad qui s'est déroulée. Voilà. Donc, il y a des éléments comme ça où on est curieux de voir que on ne parle plus de distance. Lorsqu'il faut aller s'illustrer les ressources naturelles de la RDC pour prendre le cobalt, le coltan, le lithium et tout pour fabriquer tout type d'appareils qu'on va vendre à l'extérieur, pour fabriquer avec des pierres précieuses, les bijoux, voilà, les flacons de parfum, de Chanel, de Givenchy et consorts. Là, les Africains ne sont pas loin. Là, il n'y a pas de distance. Là, il n'y a pas de problème. Ça rappelle un peu le blanchiment des troupes de 1944 où, à la fin de la guerre, on a l'impression que ce sont les Français dits de souche, les Européens dits de souche qui se sont débarrassés de l'occupant allemand. Pourtant, il y a les ancêtres africains qui ont servi de chair à canon et qui d'ailleurs, quand ils ont demandé leur dû, n'ont pas été récompensés. On leur a tiré dessus. D'où d'ailleurs la grande actualité au sujet des tirailleurs, parce que voilà, cela défrayait la chronique, ou du moins, a posteriori, l'histoire retient que lorsqu'ils ont réclamé ce qui leur avait été promis pour avoir donné leur vie, leurs bras, leurs pieds, leurs jambes, leur motricité à la France, en tout cas à l'Europe de l'Ouest contre l'occupant nazi, voilà, lorsqu'ils ont réclamé leurs dû, ils n'ont pas été secourus. Donc il y a un problème quand même. Il y a un problème à ce niveau quand on constate que 100 000 Ukrainiens sont arrivés en France, d'ailleurs il y en a même plus que ça, près de 11 millions d'Ukrainiens sont sortis de l'Ukraine et ont envahi l'Europe occidentale. On n'a pas l'impression de suffoquer et de ne plus pouvoir respirer parce que l'Ukraine aurait envahi l'Occident. Pourtant, on nous explique lorsque l'Ocean Viking tentait de sauver les 130 migrants du naufrage du 22 avril 2021 sur les côtes méditerranéennes, on nous explique que non, l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Non, l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde parce que 130 personnes vont submerger l'Europe et ça deviendrait irrespirable. On constate finalement que l'Europe peut accueillir, ou du moins la France, peut accueillir 100 000 personnes en quelques instants. Là, voilà, on peut même payer justement des gens pour les inciter à héberger des gens chez eux. Donc on constate que des gens ont de la place chez eux pour accueillir des Ukrainiens qui ne parlent pas français. Voilà, ils peuvent accueillir, voilà, qu'il y a assez de places, des centres de réfugiés, qu'il y ait assez d'argent pour les allocations, qu'on peut payer un réfugié 3 fois plus ou 4 fois plus que ce que recevrait un immigré, un réfugié africain, voilà. Ici, sans compter que les Noirs qui vivaient en Ukraine et qui tentaient de fuir la même guerre, les mêmes bombes, une fois sur le sol ukrainien, ont des problèmes de régularisation de leur séjour. Non, c'est une question de racisme. Ce n'est que du racisme. Il y a une bonne partie de la France raciste et il y a d'ailleurs un côté institutionnel justement de ce racisme-là parce que il y a certaines autorités qui traitent différemment les citoyens qui sont pourtant sortis du même milieu apocalyptique et qui fuyaient les mêmes bombes, les mêmes armes, qui avaient la même peur face à la mort. Donc voilà. Donc après on nous dit que la France elle intervient. Vous savez, la bien-pensance française fait que pour se donner bonne conscience et opérer un transfert de culpabilité, on vous dit que oui, mais la France intervient, elle vous aide et quand elle va intervenir, vous lui dites n'intervenez pas. Quand elle n'intervient pas, vous la critiquez. Ah non, ce n'est pas si simple. En tant qu'Africains, les Africains ne critiquent pas le fait que la France n'intervienne pas. Les Africains critiquent le fait que les conflits, beaucoup de pans de nos conflits en Afrique sont le fait des Européens. C'est un fait. C'est une actualité, c'est une réalité. Pour les matières premières, pour les ressources, il y a eu des déstabilisations construites par des États européens. Il y a eu des dirigeants que les États européens ont voulu placer au pouvoir en Afrique parce qu'ils garantissaient leurs intérêts. C'est le cas de la famille Gnassingbé au Togo, c'est le cas de la famille Bongo au Gabon, c'est le cas de la famille... C'est le cas de Biya au Cameroun, voilà, c'est le cas de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville et tout. Il y a des populations africaines qui disent à ces dirigeants, allez-vous-en, mais tant qu'ils sont soutenus en arrière-plan par justement les puissants dont ils garantissent l'accès aux matières premières, évidemment, c'est compliqué de les soutenir. Nous ne voulons pas que la France vienne nous aider à
à nous débarrasser des terroristes, des djihadistes et tout. Nous voulons que la France arrête de livrer les armes qui permettent justement aux terroristes de se déployer et arrête de créer des conditions qui permettent justement à un terrorisme d'évoluer. Les soldats français, il faut que le peuple français le sache, qui sont présents sur le sol africain ne sont pas présents là parce que nous sommes très beaux et parce qu'ils veulent nous sauver. Ils sont là pour sécuriser les matières premières. Ils sont là parce que il y a de l'uranium à Gao, il y a de l'uranium au Niger, il y a de l'uranium, voilà, il y a de la bauxite à Bokeh, en Guinée, Conakry. Ils sont là pour justement veiller à ce que les intérêts de la France soient garantis. Dans le parc énergétique français, il y a quand même 70% qui provient du nucléaire. Et sur le nucléaire, les 70%, 30% de ces 70% proviennent justement des mines nigériennes, entre autres. Et donc, quand les soldats français sont sur le sol africain, ce n'est pas parce que la France a envie de voir mourir ces soldats pour nos beaux yeux. C'est nous qui sommes venus, on n'avait aucun calcul de matière première. C'est nous, les Africains, qui, à un moment donné, sommes venus aider les Européens contre le nazisme, contre le régime nazi d'Adolf Hitler. Nous, on n'avait pas de calcul derrière pour dire nous allons prendre, je ne sais pas, l'Europe est très pauvre en ressources naturelles. Donc en fait non, on n'avait rien, on n'a calculé rien, il n'y avait pas de calcul, c'était par générosité, c'était par humanisme, c'était par volonté d'assister le général de Gaulle qui pleurait comme un petit bébé à la radio londonienne le 18 juin 40. Mais quand eux, ils viennent en Afrique, c'est pour justement s'accaparer les ressources naturelles, s'accaparer les matières premières, sécuriser justement ces matières premières-là. Nous voudrions bien échanger avec les Occidentaux, nous voudrions bien avoir nos coopérations basées sur la vérité, nous voudrions bien nous respecter en tant qu'être humain, mais on se rend compte que dans cette relation, il y a beaucoup de couacs et que contrairement à ce que vont véhiculer les médias internationaux qui ont une force de diffusion supérieure à la nôtre en Afrique, évidemment, contrairement à l'idée qu'ils veulent véhiculer, ce n'est pas une Afrique ingrate qui ne reconnaît pas ce qu'a fait la France pour eux, ce qu'a fait l'Allemagne ou l'Italie, non, 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 sinon les Africains diraient aussi, bon, à partir du moment où vous bénéficiez de nos matières premières, de nos matières grises, de nos éléments qui viennent ici faire tous les petits boulots, qui viennent apporter leur savoir-faire, qui viennent vous apporter justement leur histoire, leur culture, leur patrimoine historique, minier et tout, bah, vous aussi à un moment donné remercier l'Afrique pour tout ce que vous lui avez pris parce que l'Europe a bien plus pris à l'Afrique que l'inverse. Qu'est-ce que l'Afrique aurait pris en tant que telle? Alors même aujourd'hui, la valeur de l'économie européenne est garantie par les possessions des ressources africaines. Et donc, pour ces soldats-là qui viennent sur notre sol, vous avez vu, lors de l'opération Barkhane au Mali, à un moment donné, le président Assimi Goïta dit « Je ne veux plus des soldats de Barkhane ». Mais qu'ont fait les Français? Qu'a fait le gouvernement français? Parce qu'il faut préciser, le gouvernement français a tout essayé pour maintenir ces soldats sur place. Donc vous avez des gens qui se plaignent que leurs soldats perdent la vie chez nous leur disons, bah ok, ne perdez plus la vie chez nous, rentrez en France. Mais ils nous disent, non, 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 on veut à tout prix rester là, mais ça n'a pas de sens. Soit vous êtes là pour nous aider, soit vous êtes là parce que vous avez vos intérêts personnels. Il ne faut pas que vous disiez après que ce sont les Africains qui vous ont demandé de l'aide et que vous êtes venus et vous avez donné de votre vie pour les intérêts africains. Mais il faut savoir une chose, dans le cas de Omar Sy par exemple, c'est que si vous avez un parent qui vous a élevé, qui vous a donné la vie, qui vous a nourri, logé, scolarisé et tout ce que vous voulez, et qu'à un moment donné, vous retrouvez votre parent dans des affaires de trafic de drogue et d'assassinat, évidemment, vous allez dire à votre parent, ah non, cette attitude n'est pas bonne, cette attitude, elle est répréhensible, la loi condamne cela. Vous n'allez pas dire, bon, c'est mon père, il m'a tout donné, il m'a nourri, il m'a logé, et donc, il faut que je le regarde assassiner des gens sans rien dire. Donc, je peux venir en France, je peux habiter en France, je peux bénéficier de la nationalité française, ou d'un titre de séjour français, une carte de résident, tout ce que vous voulez, je peux être en Italie, en Allemagne, et à un moment donné, quand les attitudes de ces pays dans lesquels je réside ne cadrent pas avec ce que je considère comme des principes universels de valeur, de droit et de dignité humaine, évidemment, on est dans une démocratie. J'ai le droit, justement, de dire que ce n'est pas bien. C'est très curieux et c'est d'ailleurs plutôt dérangeant de voir que des gens qui prônent des valeurs démocratiques des pays, et heureusement, c'est pas tous les Français, c'est pas tout, ce ne sont pas tous les Européens qui vont voir les choses comme ça. Ce n'est qu'une partie, justement, de la France raciste qui ne veut pas, justement, que les questions soient, justement, posées sur la table dans leur nudité la plus extrême, puisque la nudité de ces questions expose la nudité de ces personnes. Donc, on est en démocratie, j'ai le droit, le devoir même, sinon l'obligation,
de justement fustiger ce qui, à mes yeux, ne va pas. Toutes les vies se valent. Et encore, Omar Sy, il n'a pas fustigé, il n'a fait que répondre à une question. Il dit, bon, vous me parlez de la guerre en Ukraine, c'est vrai, la guerre en Ukraine, elle est grave, il y a des gens qui meurent et tout, mais personnellement, moi, j'ai l'habitude, je ne découvre pas les horreurs que peut commettre l'être humain sur l'être humain avec la guerre en Ukraine. Je ne sais pas ce qu'on aurait voulu qu'ils disent, ce qu'on aurait voulu qu'ils disent. On aurait voulu qu'ils disent, ah tiens, il y a une guerre dans le monde et c'est la guerre en Ukraine. Ah bon, il y a des humains qui tuent des gens, jamais entendu parler. On se fâche parce qu'un individu n'a fait qu'exprimer son vécu, son ressenti. On nous parle de sa vie aux États-Unis, des impôts qui, soi-disant, ne seraient pas payés en France. À croire que si vous vivez, je ne sais pas, aux Maldives ou aux Seychelles, vous n'avez pas le droit d'estimer que les pays européens ou les pays dans le monde ont une considération différente selon qu'on soit européen ou autre. Non, au nom des lois universelles de la démocratie. Parce que là, les Européens, les Français sont en train d'opérer comme lors du traité de 2005 ou lorsque les peuples ont voté contre le traité européen. Les dirigeants ont décidé que non, on va refaire une sorte de... On va tripatouiller, on va bifurquer d'une certaine façon et on va sortir le traité de Lisbonne et on va quand même imposer le traité européen contre l'avis des peuples. Pourtant, on se prétend démocratique. Voilà donc des démocraties qui ne veulent pas qu'on dise, d'une part, quand il s'agit de la guerre en Ukraine, qu'on questionne les vrais enjeux de la guerre en Ukraine, et d'autre part, justement, que quelqu'un puisse dire, bon, moi, j'ai des descendants africains, et voilà, il s'avère que, en raison de mon ascendance, j'ai été au contact depuis ma plus tendre enfance avec justement ces problématiques de guerre, ces problématiques de conflit, ces problématiques de sang qui coule et qui ruisselle partout. Il est dans la vérité totalement, Omar Sy, et Dieu sait que les Africains ne l'ont pas toujours soutenu, puisque justement lui-même, il faisait du deux poids deux mesures. On le voyait chez les Rohingyas et on le voyait ne parler jamais, par exemple, de ce qui se passe dans la en RDC ou alors de l'exploitation abusive de la bauxite à Bokeh en Guinée-Conakry, où vous avez des entreprises occidentales qui récupèrent carrément 90% des parts et qui ne laissent que 10% à l'État, et ce genre d'ineptie né de la France-Afrique, entre autres, et de l'impérialisme contre les pays africains depuis la conférence de Berlin, entre autres, et même avant, depuis l'esclavage. Donc, voilà. Et aujourd'hui, Omar Sy, il se rend compte que oui, toutes les vies se valent, et il commence à estimer que toutes les vies se valent. Et maintenant qu'il a plus ou moins, voilà, pris le chemin de la rationalité, parce que il ne fait plus de préférence, il considère qu'on soit noir, bleu, vert ou rouge, les valeurs sont universelles. Ce sont les défenseurs de ces prétendues valeurs qui lui disent que, ah non, tu aurais dû continuer de promouvoir ce qui, à nos yeux, a de la valeur et de boycotter ce qui, voilà, à nos yeux, ne représente pas grand-chose. Les Soudanais, les Éthiopiens et consorts, c'est trop loin. Même si Tunis ou Marrakech est plus proche de Madrid ou de Rome, c'est trop loin, parce que la ville la plus proche de Paris, c'est Kiev. La ville la plus proche de Marseille, de Toulouse, de Londres, c'est Kiev. Et voilà, donc il faut que quelque chose se passe à Kiev pour que nous le considérions. Donc, à partir du moment où il commence à justement opérer la voie de la, enfin, à opérer du discernement, il y a des racistes qui ne veulent pas assumer leur racisme et qui lui disent non, il ne fallait pas faire ça. J'apporte mon soutien total à Omar Sy et il faut vraiment que la France arrête cette histoire de polémique à tort et à travers parce que les problèmes ils sont ailleurs. La bêtise justement des dirigeants occidentaux appuyés par les Américains dans leur calcul d'expansion géopolitique et ce qui a d'ailleurs causé cette guerre en Ukraine qui nous conduit à la précarité que nous avons aujourd'hui avec l'Europe des grandes puissances qui risque de s'effondrer parce qu'il y a un impérialiste du côté ouest qui se fait la guerre avec un impérialiste du côté est et les Européens ne se sont pas rendus compte qu'ils ne sont que des herbes sur lesquelles de gros éléphants se battent et comme la stupidité engendre la stupidité, évidemment, on est maintenant dans la guerre des polémiques, comme si on n'avait que ça à faire.